Bonsoir, chers téléspectateurs compromis. Nous nous retrouvons pour votre émission Zoom sur, consacrée ce soir à la lutte contre la traite des êtres humains en Mauritanie. Récemment, alors, le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire en relation avec la société civile a annoncé que la Mauritanie a conservé son classement de niveau 2 sur l'indice de la traite des êtres humains dans le rapport annuel du département d'État américain. Nos invités nous éclaireront également sur les défis et priorités du nouveau plan d'action national et la vision à long terme du gouvernement pour une éradication définitive de la traite des êtres humains. Alors pour en parler ce soir, nous avons avec nous une nouvelle fois Monsieur Cheikh Tourad Abdelmalik, qui est le directeur de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants. Et également avec nous ce soir, pour une première, M. Sidi Mohamed Limam, qui est le directeur des droits de l'homme ici, en Mauritanie, au commissariat à l'action humanitaire et aux droits de l'homme. Merci de nous accompagner ce soir pour ce sujet. Alors, dites-nous, la Mauritanie a conservé le niveau 2, de classement de niveau 2 sur l'indice de la traite des personnes. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette opportunité qui va nous permettre d'éclairer l'opinion nationale sur la portée et l'intérêt de cet événement, qui est donc, comme vous l'avez si bien dit, le maintien du classement de la Mauritanie à la catégorie 2, c'est l'indice de la traite des personnes du département d'État américain. En fait, le département d'État vient de publier son rapport annuel sur la traite des personnes et notre pays a donc conservé son classement, ce qui est quelque chose de très important. Maintenant, il faudrait peut-être que j'explique un peu de quoi il s'agit. Cet indice, en fait, répartit les États en 3 catégories. Vous avez d'abord la première catégorie, c'est-à-dire les États qui respectent les principes minimums en matière de lutte contre la traite des personnes et qui font des efforts pour éradiquer ce phénomène. Et ensuite, vous avez la catégorie 2, ce sont les États qui ne respectent pas les principes minimums en matière de lutte contre la traite des personnes, mais qui font des efforts pour y parvenir. Enfin, vous avez la troisième catégorie des États, qui sont les États qui ne respectent pas les principes minimums en matière de lutte contre la traite des personnes et qui ne font aucun effort pour arriver à combattre ce phénomène. Il faut dire que la Mauritanie était classée jusqu'en 2019 à la troisième catégorie, c'est-à-dire un État qui ne respecte pas les principes minimums et qui ne fait pas d'efforts. Il fallait donc attendre d'arriver au pouvoir de son Excellence le Président de la République. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour lui adresser mes vives félicitations à l'occasion de sa reconduction et féliciter également le peuple mauritanien qui a donc opté pour la continuité afin qu'on puisse parachever le processus entamé depuis 2019. Donc je disais qu'en 2019, la Mauritanie était classée à la troisième catégorie et c'est grâce aux efforts entrepris par le gouvernement par l'entremise du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile que la Mauritanie a pu accéder au classement de la catégorie 2. Comment cela a été possible? Cela a été possible grâce à des réformes très profondes, importantes, notamment sur le plan juridique et institutionnel. En 2020, il y a eu l'adoption de la loi 2020-017 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et la protection des victimes. Et ensuite, vous avez eu le premier plan d'action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2020-2022 qui a été mis en œuvre par le commissariat. Et ensuite, vous avez eu aussi la création, bien sûr, de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, qui a été quand même une mesure très importante aux yeux de la communauté internationale. Ajouter à cela, bien sûr, les fortes campagnes de sensibilisation que le commissariat a menées à l'époque pour diffuser un peu et vulgariser les méfaits et les dangers que représentent les crimes de la traite des personnes, en particulier l'esclavage. Et donc tout cela a permis, si vous voulez, à la Mauritanie d'être classée d'abord à la catégorie 2 sous surveillance, c'est-à-dire qu'il est suivi afin de voir est-ce qu'il fait des efforts ou pas, et ensuite sans surveillance, sans contrôle. Et donc on est arrivé là, et aujourd'hui la Mauritanie a été maintenue. Pourquoi? Parce que de mars 2023 à avril 2024, il y a eu un certain nombre aussi de réformes et de mesures importantes qui ont été prises. Notamment, je peux en citer à titre d'exemple l'opérationnalisation, bien sûr, de l'instance nationale qui devient opérationnelle depuis une année et quelques, et toutes les actions qu'elle a mises en œuvre. Vous avez aussi la mise en œuvre, bien sûr, du fonds d'aide et d'assistance aux victimes de la traite,
qui est un fonds très important, qui a pu quand même accorder des financements, notamment d'activités genre de revenus au profit des victimes de la traite, plus précisément des victimes de l'esclavage, des survivants de l'esclavage. Vous avez bien sûr l'adoption, comme cela a été dit, le 25 mars 2023, du nouveau plan d'action pour la période 2024-2026. Vous avez la mise en place du mécanisme national de référencement, sur lequel je reviens tout à l'heure, qui joue un rôle important en matière d'identification, d'orientation et de prise en charge des victimes. Donc toutes ces mesures, en plus d'autres mesures d'ordre judiciaire, notamment les poursuites, en fait le renforcement des poursuites contre les auteurs des crimes liés à la traite de personnes, et le fait aussi que les jugements ont été rendus. C'est très important. La Mauritanie, depuis un certain nombre de temps, commence à avoir une jurisprudence en matière de crimes contre la traite des personnes de façon générale, et plus particulièrement l'esclavage. C'est très important. Donc tout cela a fait que la Mauritanie a été maintenue, et donc nous nous réjouissons de ce maintien. Et nous pensons que nous devrions bien sûr, en partenariat avec tous les acteurs concernés, continuer le combat contre le crime de la traite de personnes. Vous avez parlé tout à l'heure je cite, de la création de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Pouvez-vous donner plus de détails sur les missions de cette instance? L'instance, conformément au décret 102 2022 du 5 juillet 2022, qui est donc le décret portant en fonctionnement et organisation de cette institution, est chargée, en étroite collaboration avec les autorités judiciaires, sécuritaires, le département en charge des droits de l'homme, mais aussi les autres départements, de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies et programmes du gouvernement en matière de lutte contre la traite de personnes et le trafic des migrants. Donc l'instance est chargée notamment de coordonner tous les efforts fournis en matière de protection, par exemple, et en matière de mécanismes d'assistance aux victimes de la traite, par exemple. Il est chargé aussi d'assurer le suivi des dossiers des victimes auprès des autorités judiciaires, sécuritaires, mais aussi consulaires, parce qu'au niveau de la traite, comme vous le savez, il n'y a pas que des nationaux, il y a aussi des migrants qui sont victimes de la traite. Donc l'instance aussi est chargée de mettre en place des mécanismes d'identification, d'orientation et de prise en charge des victimes. Elle est également chargée de fournir l'assistance et le financement à la société civile qui travaille pour la défense des victimes et la prise en charge des victimes. L'instance a aussi l'obligation de créer et de maintenir une base de données, c'est le cas de la traite des personnes et le trafic des migrants. Et il faut dire que l'instance aussi travaille sur le développement de la coopération avec ses homologues, notamment dans les pays frères amis. Il faut dire aussi enfin que l'instance établit un rapport annuel sur ses activités. Et ce rapport vient d'être transmis d'ailleurs à la présidence de la République et à la présidence du Parlement. Et ça sera rendu public une fois donc remis au président de la République, au président du Parlement, de l'Assemblée nationale. Si vous permettez, M. Chertola, nous reviendrons tout à l'heure sur le plan d'action et tout. Question maintenant pour le directeur des droits de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire oui. la direction des droits de l'homme? Oui, le directeur de droits de l'homme. De quoi vous occupez-vous exactement? D'accord. Merci beaucoup d'abord pour la Mauritanie pour cette invitation. Je vous souhaite tous ici présents et à travers vous, chers téléspectateurs, une nouvelle et bonne année égère. Et je saisis cette occasion, puisque nous parlons des droits de l'homme, de féliciter le peuple mauritanien aussi pour les élections du 29 juin, présidentielles du 29 juin, qui se sont déroulées dans un climat d'apaisement et en toute transparence. Et cela démontre vraiment la maturité de notre démocratie et la maturité aussi de notre peuple qui a fait preuve de sa détermination à exercer son droit essentiel qui est le droit de vote et ainsi participer à la gestion des affaires publiques. Concernant votre question, la direction des droits de l'homme est une direction centrale au commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire en relation avec la société civile. Il s'occupe essentiellement de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière de droits de l'homme, de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Il a une mission transversale. Comme vous le savez, le droit de l'homme est une thématique transversale. On y trouve les droits civils et politiques, le droit économique, social et culturel, et aussi les droits catégoriels. Donc il est de notre devoir en tant que direction des droits de l'homme de veiller au respect à tous ces droits pour les citoyens et surtout de mettre en œuvre les programmes qui vont nous permettre aux populations de la pleine jouissance de ces droits. S'ajoute à cela que la direction est chargée aussi
de suivre les engagements de la Mauritanie en matière de droits de l'homme, de par la ratification de la Mauritanie des principales conventions internationales en matière de droits de l'homme. Parlant des engagements de la Mauritanie pour les droits de l'homme, des droits humains, aujourd'hui, peut-être qu'il lui a valu aujourd'hui de garder le classement 2, le niveau 2 de l'indice de la traite des êtres humains. Vous pouvez nous parler un peu de votre plan d'action et ce qui a vraiment valu à la Mauritanie d'avoir cette place-là ou de garder cette place-là? Je pense que M. le directeur vient d'énumérer les actions qui ont été prises, qui ont permis à la Mauritanie d'arriver à ce stade. Mais moi, je vais vraiment mettre l'accent sur l'environnement, le contexte qui a permis à toutes ces mesures qui ont été prises de donner ses fruits. Le contexte dont je parle, c'est le climat d'apaisement et la culture d'ouverture que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné des instructions fermes et orientation pour instaurer cette culture-là, cette culture qui nous a permis vraiment de rapprocher tous les acteurs, étatiques et non étatiques, pour les impliquer dans la gestion et la réalisation des droits de l'homme de manière générale. Comment travaillez-vous aujourd'hui avec vos partenaires? Quels sont vos partenaires aujourd'hui? Qui sont vos partenaires aujourd'hui justement pour l'accomplissement de ce plan d'action-là? Donc le plan d'action sur la traite des personnes, le premier plan d'action a été le fruit d'une large concertation avec les ONG, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales, les partenaires techniques et financiers et aussi les départements techniques qui ont des questions de droits de l'homme. Le premier plan d'action a été adopté par le gouvernement le 20 mars 2022, juste une année après l'accession au pouvoir de son Excellence. Et le deuxième plan d'action a été adopté cette année même, c'est-à-dire la deuxième génération de ce plan d'action. Donc il a été mis en place suivant une approche participative où tout le monde, tous les acteurs étatiques et non étatiques, ont participé à l'élaboration de ce plan d'action. Et donc, c'est pourquoi on trouve que les fruits se sont vus par l'ensemble des acteurs. Vous travaillez également, enfin, si je comprends bien, vous travaillez également avec la société civile aujourd'hui pour améliorer la prise en charge. Absolument. Et améliorer La aussi société civile, pour nous, ici en droite ligne avec les orientations du président de la République, constitue un partenaire à part entière dans tout ce que nous faisons en matière de droits de l'homme. Donc, ils sont impliqués tout au long du processus d'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes et des politiques que nous menons au commissariat. Et voilà, c'est pourquoi nous voyons que la société civile est impliquée, par exemple, dans la gestion de la ligne verte 1916, pour le signalement des cas de traite et d'esclavage. Il est impliqué aussi, et je pense que ça répond directement à votre question, dans la gestion du fonds d'assistance et d'aide aux victimes. Ce sont les ONG qui identifient les victimes et qui les accompagnent même pour la mise en œuvre des activités génératrices de revenus financées par le fonds d'aide et d'assistance. Justement, pour revenir aux mécanismes, vous en parlez tout à l'heure, M. Chertourad, quels sont les mécanismes de protection et d'assistance aujourd'hui dont dispose justement cette instance pour venir en aide aux victimes? D'accord. Mais avant cela, permettez-moi de dire que le classement à la catégorie 2 a quand même permis à la Mauritanie, parce que peut-être certains se demandent qu'est-ce que vaut ce classement. Donc, ce classement nous allons en venir tout à l'heure. Qu'est-ce qui vraiment vaut ce classement et qu'est-ce qui va faire que la Mauritanie atteigne le classement 1? On est toujours au classement 2. Et voilà. C'est pour ça que voilà, c'est un schéma, mais nous allons revenir sur cette partie-là. D'accord. Bon, il faudrait peut-être aussi préciser, comme cela a été dit par M. le directeur, il y a un point important, c'est celui de l'implication, de la forte implication de la société civile, notamment les ONG qui s'occupent de la prise en charge des victimes. Vous savez que avant ce n'était pas le cas, les ONG n'étaient pas très associées à ce qui s'est fait. Maintenant, comme ils viennent de le dire, ils sont devenus un acteur très important, non seulement dans la conception, mais aussi dans la mise en œuvre et le suivi de tout ce que nous faisons pour les victimes. S'agissant des mécanismes de protection, il faut dire que l'instance est dotée d'un certain nombre de mécanismes importants, notamment le fonds d'aide et d'assistance aux victimes de la traite de personnes. C'est un fonds qui prend en charge, si vous voulez, les victimes. Il peut prendre en charge les victimes directement, de manière directe, si la victime se présente ou si elle est traduite au niveau du siège par des ONG, comme il peut prendre en charge des victimes à travers des associations qui postulent à nos appels à proposition et qui peuvent bénéficier donc
de ce fonds. Donc ce fonds constitue l'un des principaux mécanismes dont dispose l'instance. Il y a bien sûr le numéro vert 1916 que vous connaissez, qui est un numéro destiné au signalement des cas de la traite de personnes et du trafic de migrants. Et vous recevez souvent des appels sur ce Oui, nous numéro recevons bien vert? sûr souvent des appels et vous allez voir quand notre rapport sera rendu public, le nombre d'appels d'ici et tout ce qui a été fait comme mission de monitoring, tout ce qui a été fait comme assistance et aide apportée aux victimes de façon générale. Bon, vous avez aussi le mécanisme national de référencement, qui est un outil très important. Ce mécanisme a été créé par arrêté du Premier ministre. Il comprend tous les ministères concernés par la problématique de la traite et du trafic des migrants. Mais il comprend aussi des organisations de la société civile, justement, qui sont un acteur très important pour nous. Et pour la première fois aussi, des partenaires étrangers peuvent siéger au sein de ce mécanisme national de référencement en qualité d'observateur pour donner leur avis et pour appuyer, si vous voulez, tout ce que nous faisons comme prise en charge pour les victimes. Donc, ce sont essentiellement les principaux mécanismes dont est dotée l'instance aujourd'hui, mais l'instance travaille actuellement aussi pour la mise en place de programmes. Nous pensons bientôt mettre en place un programme de lutte contre la mendicité forcée, par exemple. Un programme aussi de lutte contre la traite des enfants. Vous savez que l'enfant est très important en matière de protection au niveau de la norme internationale, mais aussi des normes mauritaniennes. Et donc, nous avons aussi l'intention de mettre en place un centre, qui sera un centre d'accueil, d'orientation et de prise en charge des victimes. Et ce centre sera géré par des ONG. Ce n'est pas l'instance qui va apporter l'assistance directe, mais plutôt à travers les ONG qui sont là pour aider, orienter et prendre en charge les victimes de la traite, quelles qu'en soient les formes. Comme vous le savez, en Mauritanie, il y a plusieurs formes de la traite de personnes, allant de l'esclavage aux pratiques analogues à l'esclavage, mais aussi la mendicité forcée, l'exploitation sexuelle, etc. Et donc, je crois que savoir que ces mécanismes constituent aussi de bonnes pratiques. Vous savez, il y a certains pays limitrophes qui ne disposent pas, par exemple, des enfants, qui est destiné aux victimes de la traite. Ils disent que c'est quelque chose qui peut être considéré comme étant une bonne pratique. Voilà un peu, si vous voulez, les principaux mécanismes. Donc tout cela fait partie de l'accompagnement de la victime, de son recensement, jusqu'à ce qu'elle puisse avoir une situation stable. Oui. Et le fonds, il faut dire que le fonds, par exemple, le fonds accorde plusieurs avantages. Vous savez, par exemple, tout ce qui se rapporte à l'assistance juridique et judiciaire, l'accompagnement devant la justice pour couvrir ses droits. Vous avez aussi la réintégration socio-économique, c'est-à-dire les AGR, qui sont mises en œuvre au profit des victimes afin de permettre leur autonomie et leur intégration dans la vie socio-économique. Vous avez aussi tous les autres droits qui sont prévus par la loi 2020-017, notamment le droit, par exemple, à l'interprétation devant la justice. Si vous ne comprenez pas la langue dans laquelle la justice est rendue, vous avez droit à un interprète. Vous avez aussi l'état civil. Si, par exemple, une victime n'a pas d'état civil, de fond, l'instance travaille pour qu'il soit doté de cet état civil, parce que sans état civil, point de droit, etc., etc. En tout cas, tous les droits qui sont prévus par la loi 2020-017 sont couverts par ce fonds. Pour parler également de justement ces mécanismes que vous avez eu à mettre en place et également le plan d'action, quelles sont aujourd'hui les actions de sensibilisation, les actions de communication que vous avez eu à mener aujourd'hui pour vulgariser tout ça? Pour les actions de sensibilisation, elles relèvent de l'axe prévention, parce que vous savez, la traite des personnes de par le monde, il est connu qu'il est axé, une lutte efficace contre la traite des personnes est axée sur 4 P, c'est ce qu'on appelle les 4 P, la prévention, la protection, la poursuite et le partenariat. Donc toutes les actions de sensibilisation et de formation relèvent du premier axe qui est la prévention. Dans le plan d'action, il y a tout un axe dédié à l'éducation des citoyens et aussi des autorités pour respecter le droit et surtout pour appliquer efficacement la loi anti-traite et anti-esclavage. Et des exemples dans ce sens, ce sont les campagnes de sensibilisation qui ont été menées par le commissariat et par aussi l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants et par aussi d'autres partenaires comme le ministère de la Justice et de la société civile. Je donne un exemple phare qui est la campagne, la caravane nationale de sensibilisation que nous avons organisée le 10 octobre 2022, qui a sillonné l'ensemble des pays et par lesquels on a touché presque 500 000
de la population en direct. Et à travers les réseaux sociaux et les médias, je pense que le nombre s'élève à 1 million. Donc cette campagne de sensibilisation qui a marqué vraiment la lutte contre la traite des personnes. Et depuis lors, le rapport ne parle plus des recommandations destinées à la sensibilisation parce que l'évaluateur considère que la Mauritanie surmonte tout ce qui est d'éducation et de sensibilisation en matière de lutte contre la traite des personnes. D'autres aussi mesures qui ont été prises dans ce sens, ce sont les sessions de formation qu'on dispense aux agents frontaliers, par exemple, la gendarmerie, la garde-côte et la marine aussi nationale, et la formation au profit aussi des inspecteurs de travail dans le milieu du travail qui surveillent aussi l'application effective de la loi et du code du travail. Est-ce que vous avez l'impression, au vu de tout ce qui se passe, est-ce que vraiment les personnes victimes est-ce que les gens vous donnent l'impression de comprendre vraiment leurs droits et qu'ils ont quand même également ce droit de dénoncer, ce droit de réclamer leurs droits? Absolument. On a constaté ça à travers la mise en ligne de notre numéro vert, le 1916. Comme le directeur vient de souligner, on reçoit effectivement des appels d'assistance et d'accompagnement. Nous avons aussi remarqué ça à travers notre application Himaiti qu'on a lancée. On constate que les citoyens aussi ils sont conscients aujourd'hui de leurs droits et de leurs devoirs. Ils viennent aussi pour chercher l'accompagnement juridique et judiciaire et le commissariat à travers l'instance et à travers aussi les cabinets d'avocats que nous avons. On dispose à leur intérêt des services d'accompagnement en justice pour assurer l'aboutissement de la procédure pénale. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand vous recevez une plainte? Voilà, quand on reçoit, on les traite. Donc nous avons des critères d'appréciation pour cette plainte. Par exemple, si la plainte n'est pas prise en compte si le dossier n'a pas été introduit devant la justice, on peut agir sur ce dossier en prenant l'avocat. Les avocats que nous avons, ils vont accompagner la victime tout au long du processus pénal. D'accord. Pour en revenir un petit peu à notre classement, au classement numéro 2, qu'est-ce que justement, je vais revenir à ce dont vous parlez tout à l'heure, qu'est-ce que la Mauritanie gagne aujourd'hui avec ce classement-là? Très bien. Bon, je sais que c'est ce qui nous regarde, de savoir c'est quoi la signification de ce classement et qu'est-ce que la Mauritanie gagne par rapport à ce classement. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que ce classement a permis à la Mauritanie d'abord d'être rééligible à l'initiative de la GOA. Vous savez que l'initiative de la GOA, c'est la loi, c'est la croissance économique qui permet aux États qui arrivent à ce stade-là, à ce classement, en Afrique subsaharienne, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages, notamment tout ce qui se rapporte à l'exonération des taxes douanières, par exemple, sur des produits sur le marché américain. Vous savez peut-être autant que moi, en tout cas ça a été fait récemment, il y a une initiative des Américains qui consiste à faire un voyage d'études aux États-Unis d'Amérique pour un certain nombre d'entrepreneurs mauritaniens, par exemple, qui sont désireux de pouvoir, par exemple, investir sur le marché américain. Donc cette rééligibilité, parce que la Mauritanie a été éligible une fois, mais elle a perdu cette éligibilité. Donc il y a une rééligibilité à cette initiative de la GOA qui est très importante, qui va permettre de renforcer les relations de coopération en matière commerciale et en matière économique. C'est très important. Cela aussi a permis à la Mauritanie, bien sûr, d'être éligible au Millennium Challenge Corporation, qui est aussi une initiative très importante. Cela aussi est quelque chose d'important, c'est le plan moral. Vous savez, les États qui respectent les droits humains sont respectés au niveau de l'enceinte internationale, notamment au niveau des forums, des grands forums des droits de l'homme, notamment à Genève, aux États-Unis, un peu partout. Et donc, je crois que la Mauritanie a quand même l'avantage d'être classée à la catégorie 2 donc, de l'indice du département d'État américain. Ce rapport a été publié, a été rendu public. Et il renferme tout ce que nous venons de dire par rapport à ce que le gouvernement a fait depuis 2019 et qui a été renforcé à partir de la création de l'instance en 2022. Donc ce n'est pas nous qui le disons, c'est le rapport qui le dit, et ensuite c'est aussi les mécanismes internationaux des droits de l'homme qui le disent. C'est le haut-commissaire des droits de l'homme, par exemple, c'est le rapporteur spécial, c'est les formes contemporaines de l'esclavage, etc., etc. Et donc, je crois qu'il faut se réjouir ce soir du fait que notre pays a pu maintenir ce classement.
Pour aujourd'hui, pour rassurer également les citoyens, c'est des missions qui viennent ici pour voir comment la situation évolue et voir tout ce qu'il y a eu, tous les mécanismes qui ont déjà eu à être mis en place. Oui, il y a plusieurs mécanismes qui visitent la Mauritanie. Bon, le directeur est chargé un peu de ce travail. Et donc, ils viennent pour voir un peu comment ça se passe et qui sont satisfaits des réformes entreprises par le gouvernement depuis 2019. C'est eux-mêmes qui témoignent du fait que la Mauritanie a avancé et qu'elle a laissé des progrès notoires en matière de lutte contre le crime d'esclavage, mais aussi les autres formes de la traite de personnes. Vous parlez tout à l'heure, monsieur le directeur, des objectifs prioritaires et des principales orientations du nouveau plan. Vous parlez du plan de 2024 et 2026 pour la lutte contre... Vous pouvez revenir un peu sur ce plan d'action-là? Bon, ce plan d'action, comme je le disais, il est la deuxième génération de ce qu'on appelle le plan d'action national de lutte contre la traite des personnes. Le premier plan était axé plutôt sur l'aspect normatif, donc le vide juridique qui était là, donc l'adoption des lois qui ont été, la loi 017, la loi 018, 2020, relative au trafic des migrants, etc. Ce deuxième plan d'action est plutôt consacré à l'aspect protection, donc le renforcement des mécanismes de protection qui existent aujourd'hui, au sein de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes, le mécanisme national de référencement et d'orientation des victimes, le renforcement du fonds d'aide et d'assistance destiné aux victimes de la traite et d'esclavage, la mise en place des lignes vertes pour le signalement des cas de traite et d'esclavage. Donc, le plan d'action va renforcer aussi davantage les capacités des institutions nationales et société civile chargée de la protection et la fourniture des aides en denrées alimentaires, non alimentaires au profit des victimes. Donc ce sont des mesures de protection dont le plan d'action va mettre l'accent sur le renforcement de ces mécanismes. Nous parlons depuis tout à l'heure des victimes et du renforcement des vides juridiques et aussi de l'accompagnement des victimes. Et en ce qui concerne les bourreaux, est-ce qu'il y a aussi ce vide juridique a été rempli en ce qui concerne les bourreaux et aujourd'hui leurs devoirs et les droits aussi que les victimes ont aujourd'hui? Oui, aujourd'hui nous disposons d'un arsenal juridique complet. Et c'est, comme a dit le directeur, c'est les partenaires qui ont témoigné vraiment que, par exemple, je donne un exemple, concernant la loi sur l'esclavage, nous avons réussi au commissariat 3 missions des pays voisins qui veulent s'inspirer de notre expérience en matière de lutte contre la traite, notamment pour les deux lois que nous avons, la loi 017 relative à la traite et la loi 2015-031 relative à l'esclavage. Pour l'assistance juridique et judiciaire aussi, voilà, nous avons une loi dédiée carrément à l'aide juridique qui a mis en place des bureaux au niveau régional pour fournir l'aide juridique aux personnes nécessiteuses. Et nous avons aussi au commissariat un mécanisme d'assistance. Nous avons contractualisé avec des bureaux d'avocats pour fournir aussi l'assistance juridique et judiciaire au profit des victimes et pour aussi les organisations non gouvernementales qui ne disposent pas aussi des moyens. Au vu de ce classement, au vu de tout ce qui est, tout ce dont nous avons parlé ce soir concernant le renforcement du vide juridique, concernant aussi la protection des victimes et autres, quelles sont les lacunes aujourd'hui que nous avons et que le renforcement que nous devons effectuer aujourd'hui pour que, pourquoi pas, la prochaine fois, gagner le niveau 1? Absolument. Donc, voilà, c'est surtout en matière de la poursuite. C'est la poursuite qu'on est en train de renforcer davantage les mesures, surtout d'ordre juridique. Et le gouvernement a mis en place l'année dernière une cellule conjointe entre le ministère de la Justice, le commissariat aux droits de l'homme et le parquet général, dont la mission est de suivre régulièrement et rigoureusement les cas et les affaires qui sont portés devant la justice concernant la traite des personnes et surtout l'esclavage. Donc, et quand on voit aussi les recommandations qui ont été formulées au gouvernement dans ce rapport américain, la première recommandation d'ordre prioritaire met l'accent sur la poursuite pénale des auteurs. Donc, c'est principalement le domaine dont nous avons besoin vraiment de renforcer davantage notre lutte. Et les enseignements et les bonnes pratiques, la Mauritanie, justement, vous parlez tout à l'heure des pays voisins qui viennent un peu pour s'inspirer un peu du code mauritanien. Quels sont les enseignements et les bonnes pratiques aujourd'hui que la Mauritanie peut partager avec ses voisins?
Nous avons par exemple le mécanisme national de référencement qu'on vient de lancer. C'est un mécanisme c'est un espace d'échange entre des acteurs étatiques et non étatiques. On y trouve les départements publics concernés, on y trouve les ONG de défense des droits de l'homme, on y trouve également les partenaires techniques et financiers, les organisations internationales. C'est un espace d'échange qui va permettre de renforcer et d'améliorer la réponse nationale à la traite des personnes. Donc ça, c'est l'une des pratiques qu'on peut montrer à tout le monde. Et aujourd'hui, Monsieur Chertourad, parlez-nous davantage des acquis aujourd'hui que nous avons en Mauritanie et ce à quoi nous aspirons également. Le peuple mauritanien aujourd'hui, ou le gouvernement aspire à quoi exactement aujourd'hui pour l'établissement aujourd'hui de ses droits en Mauritanie? Très bien. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que déjà, il y a une prise de conscience par rapport à ce qui a été fait, par exemple, comme les caravanes de sensibilisation. Elles ont été quand même quelque chose de très important parce qu'elles ont eu un impact, comme cela a été dit, sur les mentalités, les comportements. Vous savez que tout ça, c'est lié au comportement et aux mentalités. Et donc, je crois que l'avantage que nous avons, c'est que nous avons multiplié ces campagnes, ces caravanes. Ce sont carrément des caravanes qui sillonnent l'étendue du territoire national, qui sont menées par des ONG, c'est le financement du commissariat de l'instant. Et donc, ces campagnes ont quand même eu un impact important pour un changement de comportement et de mentalité par rapport à ces pratiques. Comme vous le savez, ces pratiques sont liées aussi à la cohésion nationale, à l'unité nationale, etc. Donc il est très important que ce volet-là continue, qu'il soit renforcé. D'ailleurs, à l'occasion, nous allons lancer la prochaine caravane le 30 juillet, ce mois-ci, le 30 juillet, qui est en commémoration de la Journée mondiale contre la traite des personnes. Donc nous allons lancer notre deuxième caravane, et c'est la troisième au niveau du département, qui va être aussi une campagne nationale. C'est l'étendue du territoire. Elle va d'abord commencer par le chef-lieu de l'Ouïla et ensuite au niveau des différentes Mokata à travers des ONG, mais aussi à travers d'autres personnalités influentes, notamment des leaders religieux, des leaders d'opinion, etc. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que la Mauritanie a quand même aujourd'hui l'avantage d'avoir un certain nombre de bonnes pratiques. Je vais vous donner un exemple très précis. Par exemple, le mécanisme national de référencement, dans certains pays, il n'est pas institutionnalisé. C'est juste des gens qui se réunissent, qui font un travail. Nous, chez nous, c'est institutionnalisé. C'est un arrêté du Premier ministre qui définit les missions de ce mécanisme de référencement. Vous avez par exemple le fonds. Le fonds a été quelque chose de très important pour les pays limitrophes. Ils nous disent, mais comment vous avez fait pour avoir un fonds dédié spécifiquement à la protection des victimes? C'est très important. Et il faut dire aussi, comme cela a été dit tout à l'heure, que le fait que les poursuites ont été engagées contre des auteurs de ces crimes, notamment les crimes d'esclavage, constitue quelque chose de fondamentalement très important. Et je crois que la bataille, il faut la continuer. Il faut non seulement aspirer à avoir un classement plus important, mais il faut surtout garder le classement que nous avons déjà. Donc il ne faut pas lâcher. Et donc je crois que nous en appelons d'ailleurs à nos partenaires, notamment la société civile, qui est une société civile dynamique, afin que nous puissions atteindre les objectifs qui sont bien sûr de lutter inlassablement contre tous les crimes de la traite des personnes, y compris l'esclavage et aussi les autres formes de la traite des personnes. C'est quelque chose comme vous le savez, de très ignoble, que tout le monde combat. Et donc, je crois qu'il ne faut pas se satisfaire de ces résultats, mais il faut être vigilant et travailler pour que la Mauritanie gagne encore du terrain. Quand vous parlez aujourd'hui de sensibilisation et de karma de sensibilisation et également de mise en place de plans d'action également, cela concerne la sensibilisation, ne concerne pas seulement les populations, mais les institutions également? Oui, bien sûr. La sensibilisation, elle concerne tout d'abord les autorités nationales, c'est-à-dire les autorités judiciaires, administratives, sécuritaires. Tout ce monde est concerné par cette sensibilisation. D'ailleurs, des circulaires ont été mises à disposition des autorités afin qu'elles puissent appliquer les lois. Les lois, elles sont faites pour l'appliquer. Ça, c'est très important. D'ailleurs, ça, c'est l'un des éléments qui a fait que la Mauritanie a maintenu son classement. C'est le fait que les poursuites ont été engagées, que des jugements ont été rendus et que les autorités appliquent strictement les circulaires émanant des autres autorités de l'État. C'est très important. Il faut dire aussi que cette sensibilisation, elle concerne aussi les populations. Mais les populations, il faut leur parler en langage qu'elles comprennent.
Donc nous tenons à ce que les prochaines campagnes puissent développer un style plus ou moins compréhensible, qui puisse être apprécié par le citoyen lambda, et notamment aussi s'exprimer dans toutes les langues nationales afin que le message À puisse connaître passer. ses droits et ses devoirs. Oui, afin que les citoyens connaissent bien sûr leurs droits et leurs devoirs, afin qu'ils sachent aussi qu'ils sont protégés par la loi, et que la loi elle est là pour protéger tout le monde contre les différents crimes liés à la traite des personnes. C'est très important. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter à ça, Monsieur Oui. Sidi Mohamed? Concernant la sensibilisation, j'aimerais ajouter que le commissariat a introduit également de nouveaux systèmes de sensibilisation en introduisant le cinéma. On a élaboré plusieurs... Introduisant le cinéma. Le cinéma pour simplifier pour le citoyen lambda les notions juridiques qui sont un peu compliquées. Donc nous avons élaboré des courts-métrages, nous avons diffusé ce court-métrage sur l'exploitation des migrants, sur la mendicité forcée, sur le travail forcé et d'autres. Donc c'est pour éduquer le citoyen qui ne peut pas lire toute une loi. Donc on l'a simplifié sous forme d'un sketch pour qu'il puisse comprendre ses devoirs et ses droits aussi. Un dernier mot? Bon, un dernier mot, je pense qu'il faut se féliciter ce soir de cet événement qui est donc le maintien du classement de notre pays sur l'indice américain en matière de traite de personnes. Je crois que c'est important. Mais comme je viens de le dire, il faut être vigilant, il faut persévérer afin qu'on puisse non seulement garder ce classement, mais pourquoi pas aller au-delà de ce classement. Comme vous le savez, comme certains le savent, ce classement il concerne tous les États du monde, y compris les États-Unis d'Amérique. Donc tous les États sont, si vous voulez, classés dans ce classement. Et donc, je crois qu'il y a même un certain nombre de pays démocratiques qui n'ont pas ce classement. Ce classement, donc, est quelque chose de très important et je crois qu'il est du devoir de tous les Mauritaniens, quelle que soit leur position, de travailler afin que ces crimes puissent reculer dans notre pays, afin que notre pays puisse aussi renforcer sa cohésion sociale et son unité nationale. C'est très important. Tout ça, c'est lié. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à travers ce travail, nous aidons aussi les migrants qui viennent chez nous. Il y en a qui sont victimes de la traite. Donc, nous sommes dans l'obligation, conforme à la loi 2020, de leur porter assistance aux victimes nationaux. Donc, on a grand espoir que la Mauritanie avance. Mais je crois qu'il faut aussi continuer le combat, il ne faut pas lâcher. C'est ça mon dernier mot. Merci. Monsieur Sidi Mohamed? Oui, pour ma part aussi, moi je félicite aussi les Mauritaniens pour ce classement qui en soi-même, pour le maintien de niveau 2, qui en soi-même est réussite, surtout quand on sache que ce rapport, cette évaluation plutôt, a compris 188 pays. Et la Mauritanie a été classée avec des pays qu'on considère très développés. Je donne des exemples, pourquoi pas, avec la Suisse, l'Italie, la Norvège. Donc on est dans la même situation, dans le même classement. Donc c'est quelque chose de vraiment d'important. Ça va nous permettre aussi de faire la publicité pour les réalisations qui ont été enregistrées dans ce sens. Donc j'appelle à tous les partenaires, que ce soit étatiques ou non étatiques, de renforcer davantage leurs efforts pour maintenir ce classement et pourquoi pas pour aspirer à être classé au niveau 1 dans un prochain avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Chertoural Abdelmalik. Je vous rappelle, vous êtes le directeur de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants. Merci également à vous, Monsieur Sidi Mohamed Limam, directeur des droits de l'homme au commissariat à l'action humanitaire en relation avec la société civile. Merci beaucoup. Merci également à toute l'équipe technique, surtout et rédactionnelle, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Et bonne soirée.